Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 115. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice qui va vous confronter un petit peu aux structures algébriques usuelles et notamment démontrer qu'un certain ensemble avec une certaine loi forme ensemble un groupe abélien. L'énoncé précis du jour est donc le suivant. Munissons R de la loi étoile, définie de la manière suivante. On veut démontrer que R avec cette loi forme ensemble un groupe abélien. Cet exercice peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de background pour attaquer cet exercice, juste du background de première année autour des structures algébriques et notamment avoir bien en tête la définition de groupe abélien. Je pense que c'est la première chose que je demande quand je pose cet exercice-là en colle, c'est tout d'abord de me réciter la définition de ce qu'est un groupe, puis ensuite qu'est-ce que ça veut dire que ce groupe est abélien. Et en fait, derrière cet exercice, il n'y a pas que juste vérifier la définition. Il va se cacher une assez grosse difficulté. Mais je ne vais pas vous divulgacher la chose pour le moment. Je vais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé et j'espère que vous aurez pu constater où se trouve la difficulté. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux résolutions. Une première élémentaire et une seconde qui va faire appel à une fonction usuelle qu'on rencontre en première année de classe préparatoire et qui va nous permettre de faire un lien entre la structure du groupe des réels avec l'addition et la structure du groupe que nous avons sous nos yeux. Donc on va commencer d'abord par la preuve élémentaire. Je pense que c'est la preuve à laquelle vous avez pu penser en grande majorité, puisque quand on voit un énoncé pareil, généralement on se dit ouais bon alors la définition usuelle ça doit passer, il n'y a pas de problème. Et bien là, il y a quand même une petite subtilité. Et normalement, vous devriez me connaître, quand je donne un exercice, souvent c'est un exercice qui est pas si simple que ça. Il doit y avoir une difficulté derrière. Il y a une entourloupe, quoi. Et bien oui, en effet, ici, il doit y avoir une entourloupe. Alors d'abord, permettez-moi de rappeler ce qu'est la structure d'un groupe abélien, juste pour déjà avoir ça en tête et avoir ça sous les yeux. Donc pour avoir un groupe abélien, il faut avoir un ensemble et une opération. Une opération qu'on appelle loi, et ça peut se voir comme une application qui va de G croix G vers G. Généralement, on a envie que la loi soit interne, hein, bien sûr. Donc là, dans la définition, je considère d'office que la loi est interne. C'est-à-dire que dès que je prends deux éléments du groupe, je me retrouve à nouveau dans le groupe. Et une fois que j'ai ça, eh bien, il faut vérifier d'autres axiomes. Les axiomes sont, il faut que delta soit associative. Autrement dit, pour n'importe quel x, y, z dans G, il faut que x delta y entre parenthèses delta z est égal à x delta y delta z, et là c'est y delta z qui est entre parenthèses. Autrement dit, on veut qu'il n'y ait pas forcément d'ordre sur les opérations à faire autour des éléments qui seraient en jeu dans nos calculs avec ce groupe. D'accord ? Donc c'est essentiellement ça l'idée de l'associativité, c'est juste de dire qu'on peut faire les opérations dans l'ordre qui nous enchante et qui nous arrange. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un élément neutre. Donc G admet un élément neutre qu'on va noter E pour delta. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour n'importe quel élément du groupe, si je m'amuse à faire cet élément delta, l'élément que je considérerais être l'élément neutre, on va avoir tout simplement X, l'élément qu'on a choisi au départ, mais on aurait pu aussi faire l'opération l'élément neutre avec l'élément qu'on a choisi du groupe. Donc voilà, ça c'est pour avoir un élément neutre. Et puis le dernier truc, c'est que tout élément du groupe, en tout cas de l'ensemble, doit être symétrisable. Donc tout élément de G admet un symétrique. On ne dit pas inverse hein, pour les structures de groupe, normalement on doit parler de symétrique ou symétrisable. Donc un symétrique, alors qu'est-ce que j'entends ici ? J'entends que pour n'importe quel X dans G, il doit exister un Y dans G, tel que si je fais X delta Y, je dois trouver l'élément neutre, mais ça aurait été la même chose si j'avais fait Y delta X. Voilà, si vous avez tout ça, vous avez une structure de groupe. Et on dit qu'un groupe est abélien si il est commutatif. C'est la même chose. Autrement dit, pour n'importe quel X, Y, on a X delta Y qui est égal à Y delta.
Alors généralement, je me permets quand même d'en parler un peu parce que je pense que ça peut être utile pour n'importe quel élève, notamment en première année de classe préparatoire. Généralement, quand on commence à me lancer les définitions, j'aime bien poser la question, donnez-moi des exemples de groupes. Et souvent, les premières réponses qui viennent à l'esprit des élèves, c'est les réels avec plus, Z avec plus, les complexes non nuls avec la multiplication, pardon. Voilà, bref, des opérations, des groupes en fait, qui sont généralement abéliens. Et c'est bien d'avoir aussi en tête des exemples de groupes qui ne sont pas abéliens. Généralement, c'est un peu difficile pour des élèves dès que je commence ensuite à poser la question, oui, est-ce que tu pourrais me donner quand même un exemple qui n'est pas abélien? Là, ça picote un peu. Généralement, les élèves ont du mal à me donner des choses. Donc, vraiment, pensez à essayer d'avoir aussi des exemples de groupes qui ne sont pas abéliens. Par exemple, les permutations d'un ensemble fini, ou même d'un ensemble tout court. Si vous prenez les bijections donc d'un ensemble vers lui-même, et que vous considérez l'opération qui est ici, on va dire euh, la composition des fonctions, eh bien ça va former un groupe. Et pour autant, il ne va pas être abélien. Voilà, donc vous pouvez prendre les permutations d'un ensemble fini ou les bijections de manière plus générale sur un ensemble vers lui-même avec la composition, et ça marche, ça va vous donner une structure de groupe qui généralement ne sera pas abélienne. Vous pouvez aussi penser à d'autres exemples comme la différence symétrique qui elle est quand même commutative, mais voilà, pensez aussi à une idée structurelle un peu plus générale, quoi. Sortir un petit peu des sentiers battus, c'est ça que je veux dire. Essayez de donner des exemples qui ne sont pas des exemples genre usuels, comme là j'ai dit réel, plus, etc. C'est bien de penser à ces exemples-là, mais il faut essayer de penser à des exemples un petit peu différents pour se dire, ok, la structure de groupe, ça ne s'arrête pas que à ces exemples-là. Il y a autre chose. Okay, bien sûr, donner des exemples de groupes finis, comme par exemple les racines énièmes de l'unité avec la multiplication. Bref, voilà, il y en a une bonne panoplie que vous pouvez donner. Mais vraiment, j'insiste, essayez d'avoir en tête aussi des exemples de groupes qui ne sont pas abéliens. Et ça, à chaque fois que je pose la question en colle, généralement, c'est difficile qu'on m'en sorte des exemples de groupes non abéliens. Bref. Donc voilà, on a donc notre chemin tout tracé pour essayer de démontrer qu'un ensemble avec une opération forme ensemble un groupe. Et donc, on va tout simplement, pour cette première façon de résoudre l'exercice, on va tout simplement se contenter de suivre le chemin qui nous est tracé. Donc, la première chose que je vais tester, c'est est-ce que la loi est un terme? Et ça, je pense que c'est pas difficile à vérifier. Je vais rien écrire, je vais juste l'expliquer à l'oral. Dès que vous prenez A et B des réels, je pense que c'est assez clair que 1 plus B carré, c'est toujours plus grand que 1. Pareil pour 1 plus A carré, c'est toujours plus grand que 1. Donc, si vous passez une racine dessus, il n'y a aucun problème, vous restez avec les réels. Voilà, c'est bien défini. Et puis ensuite, vous avez fois A, fois B, c'est des réels. Multiplication par des réels, pas de problème. Addition, ça reste un réel. C'est la structure de corps, si vous voulez, des réels avec l'addition et la multiplication qui entrent en jeu une fois que vous avez justifié ce qui se passait avec les racines carrées. Donc voilà, c'est pas très difficile de s'assurer que la loi étoile est bien une loi interne. Voilà. Alors après, il faut vérifier, est-ce que la loi étoile est associative? Et c'est là où on rentre dans le drame. Si vous avez essayé de résoudre l'exercice par vous-même avant, vous auriez dû constater que la grosse difficulté se cache dans l'associativité. Je vais la laisser en suspens exprès. Et on va le démontrer en dernier. Puisque voilà, en effet, c'est là où va résider le plus gros de la difficulté pour le groupe. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Les autres difficultés, donc on a à vérifier qu'on a bien un élément neutre. Et ça, c'est pas très difficile. Normalement, vous devriez connaître une méthode qui vous permet d'essayer de déterminer des éléments neutres. C'est notamment de chercher des idempotents. Donc, on pourrait, comme première chose à faire, dire on va prendre x dans G tel que x étoile x égale x. Donc, c'est ça que j'entends être idempotent. Ça signifie que quand je fais l'élément avec lui-même pour la loi donnée, je retrouve l'élément lui-même. D'accord? Donc, là, ici, je cherche ce qu'on appelle les idempotents. Et je sais que l'élément neutre, fait partie des idempotents. Alors d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse que je n'ai pas mentionnée ici, mais à partir du moment où vous avez un élément neutre ou un symétrique, et que vous savez que la loi est associative, sans forcément avoir la structure de groupe de prime abord, vous pouvez juste démontrer que l'élément neutre est unique. Ou alors que pour n'importe quel x, le symétrique est unique. Ça fait partie des résultats, j'ai envie de dire, vraiment élémentaires, très élémentaires, vraiment du début de cours de structure algébrique, qui vous permet d'office de dire en fait l'élément neutre il est unique ou le symétrique est unique à partir du moment où vous savez que la loi est associative.
Donc, je pense que c'est bien aussi d'essayer de le refaire, si vous n'aviez plus en tête cette propriété, de refaire cette démonstration. Et c'est pour ça que dans l'énoncé ici, normalement, c'est vraiment dit un élément neutre, un symétrique pour un élément X donné. Il n'est pas précisé nécessairement unique, mais il va le devenir à cause de la propriété d'associativité. Je pense que c'est bien que je le mentionne. Et c'est pour ça que là, maintenant, je vais commencer à dire plutôt l'élément neutre qu'un élément neutre. Même si dans la définition, on peut juste dire un élément neutre, ça sera très bien aussi. Donc, idempotent. Ok, alors si je remplace, ça veut juste dire que x, donc en fait 2 fois x, racine de 1 plus x carré, doit être égal à x. Alors là, saute tout de suite sous vos yeux une solution directe, c'est x égale 0. Vous devriez voir que x égale 0 convient. Et puis, vous pouvez avancer pour voir s'il y en avait d'autres. Alors, pour avancer, vous allez dire, bah, supposons que x est non nul. Dans ce cas-là, vous pouvez simplifier par x de part et d'autre et obtenir 2 racines de 1 plus x carré qui va être égal à 1 en simplifiant par x. Chose que j'ai fait en supposant x différent de 0, je précise. Mais là, vous devriez voir quelque chose qui ne devrait pas vous plaire, puisque 1 plus x carré, vous êtes sûr que c'est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire qu'en passant sous la racine, c'est plus grand ou égal à 1. Du coup, en faisant x2, c'est plus grand ou égal à 2, et vous êtes en train de dire qu'un nombre qui est plus grand ou égal à 2 doit être égal à 1. Impossible. Autrement dit, il n'y a pas d'idempotent différent de 0 pour la loi étoile, ce qui signifie que le seul idempotent possible, c'est x égale 0. Et donc, bon, bah, ça semble être le candidat idéal pour être un élément neutre. Et donc, bah, si vous vous amusez à faire le calcul, si vous faites A étoile 0, bah, vous allez pouvoir constater qu'en effet, ça marche bien. Vous allez avoir A racine de 1 plus 0 carré plus 0 racine de 1 plus A carré. Et ceci donne bien A, puisque racine de 1, ça donne 1. Donc voilà, très bien. Et c'est pas très difficile de s'assurer que ça marche aussi dans l'autre sens. Vous pouvez aussi vous absoudre de vérifier dans l'autre sens, puisque vous avez à démontrer que le groupe est abélien. Donc si vous montrez la commutativité juste après tout ça, bah, vous avez aussi toutes les propriétés que vous voulez. Bien, donc pour l'élément neutre, c'est pas très difficile. Maintenant, pour le symétrique. Donc symétrisation. Alors symétrisation, vous pouvez peut-être vous y prendre de manière un peu naïve a priori, si vous voulez. Donc si on essaie de s'y prendre un peu de manière naïve. Ce qu'on veut, c'est donc, étant donné un x qui est dans le groupe, donc un x dans R, je me pose la question, donc on cherche y dans R, tel que, eh bien, on veut que x étoile y soit égal à 0. Autrement dit, on veut que x racine de 1 plus y carré plus y racine de 1 plus x carré soit égal à 0. Très bien. Alors, je vais avancer un petit peu. Je vais effacer une partie, je pense. Je vais effacer tout ce que j'ai fait là pour l'élément neutre. Donc là, pour l'élément neutre, on est OK. On a vu que 0 fonctionnait. C'est cool. N'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo. Donc E égale 0, je vais écrire. On vient. Voilà. Alors maintenant, pour la symétrisation, si je continue un petit peu, ça veut dire qu'on a une petite équation qui dépend de x et de y à la fois. Alors si on la modifie un tout petit peu, on aurait alors que x racine de 1 plus y carré doit être égal à moins y racine de 1 plus x carré. OK. Et donc, bon, bah, si j'échange un petit peu notre affaire, enfin, juste pour faire en sorte qu'il y ait des y d'un côté et des x de l'autre, je pourrais me retrouver avec racine de 1 plus y carré divisé par y, à condition que y soit non nul. Et vous pouvez constater d'ores et déjà que si x était nul, bah, ça impliquerait que y soit nul. D'accord, je me permets de le mentionner tout de suite. Donc si x est nul, ça implique, et en fait ça équivaut, donc je vais même enlever le si, ça équivaut à dire que y égale 0. Bon, voilà, donc ça, c'est pas très difficile. Le symétrique de 0, c'est 0, on est content. Donc là, ici, on va se permettre de supposer que y est non nul et donc que x est non nul par la même occasion. Puisque, bon, bah, à cause de cette équivalence, je pense que vous comprendrez qu'on a l'équivalence ici. Donc je peux diviser et obtenir ceci. 1 plus x carré sur moins x. Donc voilà, je me retrouve avec cette équation et on se dit, bon, bah, pourquoi pas étudier la fonction qui saute sous nos yeux. Bon, bah, faisons ça. Hop. Et en fait, vous devriez constater un truc déjà. La fonction que nous avons ici sous nos yeux est une fonction impaire.
D'accord? Donc, pour que cela arrive, il y a une solution qui semble sauter sous nos yeux, c'est y égale moins x. Alors après, vous pouvez vous contenter de ça et vous arrêter là et voir si ça suffit. Mais vous pouvez aussi vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres y possibles? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres candidats? D'accord? Mais en vrai, bah, si vous démontrez l'associativité, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'autres candidats. D'accord? Donc normalement, ce qui devrait vous sauter sous les yeux, c'est que la fonction qui à t associe racine de 1 plus t carré sur t est impair sur R privé de 0, bien sûr. D'accord? Donc dès que vous regardez f de moins t, vous allez trouver moins f de t. Et donc, ce qui semble sauter comme solution sous nos yeux, c'est y égale moins x. Ok? Et bon, bah, à partir du moment où on a y égale moins x, vous pouvez voir que ça marche. Hein, donc y égale moins x fonctionne. Donc j'ai même pas besoin de mettre un point d'interrogation. Mais une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est le seul qui fonctionne? Voilà. Alors, soit, comme je l'ai dit, vous démontrez l'associativité avant. Et dans ce cas-là, ok, on conclut. Soit vous n'avez pas démontré l'associativité avant. Et dans ce cas-là, il faut faire une petite étude de fonction. Rien de a priori très méchant. Donc si vous faites une petite étude de fonction, vous pouvez regarder, donc là vous avez une fonction qui est clairement dérivable sur chacun des intervalles de R étoile, donc R plus étoile et R moins étoile. On peut se contenter de regarder ce qui se passe dans R plus étoile. Donc si je l'appelle F, cette fonction, on peut la dériver, bref, truc un peu élémentaire, mais quand même je pense que ça fait pas de mal de faire ce genre de calcul. Donc j'ai V carré en bas, puis après on fait les dérivés usuels, donc U'V. Donc là je vais avoir, pour que je fasse pas de bêtises, 2t sur 2 racines de, donc le 2 se simplifie, 1 plus t carré, ok, fois ensuite, donc on a dit fois t, moins, et après je dérive le t, et je me retrouve avec racine de 1 plus t carré. Très bien. Et puis je vais avoir très envie de tout mettre sous le même dénominateur, donc je vais me retrouver avec t carré, racine de 1 plus t carré, et en haut je vais avoir du t carré, et en multipliant moins 1 moins t carré. Donc les t carrés vont se simplifier, on est content, et on a alors moins 1 sur t carré, racine de 1 plus t carré. Et bon, bah, vous voyez que la dérivée est clairement strictement négative, et ce peu importe dans quel intervalle vous vous trouvez, que ce soit R plus étoile ou R moins étoile, ce qui signifie que la fonction est strictement décroissante sur R plus étoile et strictement décroissante sur R moins étoile. Donc f est strictement croissante sur R plus étoile et sur R moins étoile. Donc, ce qui signifie que si on veut que f de quelque chose soit égal à quelque chose, bah, vous allez avoir... Alors là, vous avez strictement décroissance. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis croissante. Mais décroissante. Donc là, j'allais dire peut-être un truc un peu rapide, mais vous pouvez conclure maintenant que la fonction, elle est injective de R étoile vers R étoile, et en fait, elle est même bijective de R étoile vers R étoile. Parce que bah, si vous regardez les limites, hein, donc si vous regardez en plus les limites, la limite quand t tend vers plus infini de f de t, bah, c'est 0 plus. Hein. La limite, quand t tend vers 0 plus de f de t, vous devriez constater que vous avez racine de 1 en haut, et en bas, vous allez vous retrouver avec 1 sur 0 plus, quoi, en fait. Donc ça va tendre vers plus infini. Donc vous pouvez constater que la fonction, elle fait une bijection de R plus étoile vers R plus étoile. Théorème de la bijection, si vous voulez. Puisque la fonction est dérivable, donc continue. Hein, vous pouvez appliquer le théorème de la bijection. Et elle est aussi bijective de R- étoile vers R- étoile, étant donné que la fonction est impaire. Okay. Donc en fait, on a une bijection de R moins, donc R moins étoile vers... Enfin, de R étoile vers R étoile, plutôt. Je vais écrire carrément ça. Donc si je demande f de y égale à a, bah, il n'y a qu'un seul y qui doit correspondre. Et ce seul y, bah, c'est finalement moins x. Voilà, donc là ça marche. Donc là on va pouvoir conclure. Je vais me permettre d'effacer ce qu'il y a ici. Hop. N'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour au besoin. On conclut que
pour x réel non nul, avoir f de y est égal à f de moins x, c'est équivalent à dire que y égale moins x. Voilà, à cause de la bijectivité de f dans R, de R étoile vers R étoile. Et donc c'est terminé, on vient donc de conclure qu'on a bien unicité. Et j'ai pas eu besoin de l'associativité pour avoir l'unicité. Donc voilà, on est content, on a bien un élément un symétrique, et que de plus ce symétrique, hop, est unique. Alors bon, je vais me permettre aussi de dire que la loi étoile est abélienne, et enfin briser le suspense sur l'associativité. Donc ça, c'est abélien, étant donné que la loi plus est abélienne, en fait. Donc là, vous pouvez très bien échanger le rôle des deux opérations que vous faites là. Après, il y a aussi la multiplication si vous voulez, mais en soi, c'est vraiment juste échanger le rôle des deux termes. Donc la loi étoile est abélienne car plus et fois sont commutatives. Alors la loi, on ne parle pas de loi abélienne d'ailleurs, on parle de loi plutôt commutative. Voilà. Alors on va enfin pouvoir se pencher sur la difficulté. Donc là, tout ça, c'était pour vous montrer qu'il n'y avait pas énormément de difficultés pour démontrer les différentes choses. Donc l'élément neutre, le symétrique, vous pourriez vous contenter juste de donner un exemple. Là, ici, j'ai été un petit peu plus loin pour vous justifier pourquoi il n'y a qu'un seul symétrique. Mais j'étais pas obligé d'aller jusque-là, j'aurais juste pu me contenter de ça, puisqu'il suffit de montrer qu'il n'y a qu'un seul symétrique. Et après, il faut montrer l'associativité. C'est ça aussi ensuite l'enjeu. Mais sinon, une fois que vous avez le symétrique, vous avez gagné, quoi. Là, je vous ai juste fait tout le boulot pour vous montrer qu'on pouvait montrer que c'était vraiment l'unique. Donc le petit boulot en plus que j'ai fait là, c'est du bonus. Alors maintenant, voyons comment on démontre l'associativité. Alors si vous avez commencé à essayer des choses, vous auriez pu juste écrire ce que vous voulez démontrer. Et voir un petit peu ce qui se passe. Donc si j'écris A étoile B étoile C, comme ceci, et que vous développiez, vous trouveriez A, alors, je vais réveiller le feutre, donc on a A racine de 1 plus B carré, racine de 1 plus C carré, plus B racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus C carré, plus, et là vous allez avoir C racine de 1 plus A étoile B. Je me permets de l'écrire comme ça parce que je n'ai pas assez de place sur le tableau. A étoile B, le tout au carré. Et donc là, ce qui doit vous gêner un petit peu, c'est cette partie-là. Puisque si vous commencez à écrire l'opération dans l'autre sens, B étoile C, vous allez obtenir la chose suivante. A racine de 1 plus B étoile C au carré. Alors, plus B racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus C carré, plus C racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus B carré. Donc voilà ce que vous obteniez, si vous vous y preniez correctement. Et donc, ce que vous devriez constater, c'est que y a des choses qui ne vous plaisent pas, parce que ça, par exemple, ça ne coïncide pas trop avec ça, a priori. Et puis là, pareil, ça, avec ça, ça coïncide pas trop. Vous auriez pu vous attendre à ce que ce truc-là soit exactement égal à ça, mais malheureusement, ça n'est pas du tout le cas. Ça va vous donner un truc un peu différent. Et en fait, il faut quand même rester avec cette optique. Il faut essayer de rester avec l'optique. J'aimerais bien que dans cette racine-là, la racine de ce truc-là, donc c'est-à-dire dans le carré qui est ici, j'aimerais bien avoir un truc au carré qui fait intervenir un produit comme ça. Ou pareil ici, j'aimerais bien qu'il y ait ce produit-là qui apparaisse dans le carré, dans le truc qui est ici que je vais développer, qui va être mis au carré. Eh bien, ça va être l'objet du lemme que je vais maintenant énoncer, et qui va normalement vous débloquer complètement. Le lemme, c'est de démontrer que 1 plus A étoile B le tout carré, eh bien ça va être égal à racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus B carré, plus A fois B le tout au carré. Je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer ce lemme avant d'aller plus loin, puis ensuite de conclure. Très bien, alors démontrons ce lemme, c'est pas très difficile, c'est juste du calcul, donc si je fais ça et que je développe mon identité remarquable correctement, je vais avoir 1 plus A carré plus B carré plus 2A carré B carré. J'ai développé en même temps, je tiens à le préciser, et j'ai rassemblé les termes que je pouvais rassembler en même temps aussi.
Et ensuite, plus 2 fois AB fois racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus B carré. D'accord? Donc si j'ai lui au carré, hein, donc A fois 1 plus B au carré, donc ça va faire A carré puis B carré, A carré B carré. J'ai aussi B carré et A carré B carré, donc si je les rassemble, ça fait bien 2 A carré B carré. Ok. Et puis là, j'ai le plus A carré plus B carré, le 1, puis après, bien sûr, j'ai le double produit qui apparaît ici. Et là, la petite astuce, c'est de, en fait, scinder en deux les deux copies que nous avons pour A carré B carré. Si on fait ça, on va avoir la chose suivante. A carré plus B carré plus A carré B carré plus 2 fois AB racine de 1 plus A carré racine de 1 plus B carré. Et en ayant, alors j'ai oublié, plus A carré B carré. Et maintenant que j'ai scindé, on voit normalement un petit peu plus facilement l'identité remarquable qu'il faut démontrer. Car en effet, ce truc-là, vous pouvez constater que c'est égal à racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus B carré au carré. Vous pouvez constater que le truc qui est ici, c'est bien A fois B, le tout au carré. Et puis ici, vous pouvez constater qu'on a bien le double produit. Donc là, ici, on a bien 2 fois A fois B fois racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus B carré. Donc, alléluia mes frères, nous avons en effet l'identité demandée. 1 plus B carré plus A fois B, le tout au carré. Alors, il y a quand même un petit truc à vérifier avant de tout de suite s'emballer et simplifier la racine carrée avec le carré qui est ici. Il faut s'assurer que ce que j'ai écrit ici, c'est bien un nombre positif. Et c'est pas très difficile de le vérifier, mais il faut le faire. Et pour le vérifier, ça va pas être très très dur, en effet. Il suffit juste de majorer les racines carrées par des choses assez triviales. Donc, or, on a que racine de 1 plus A carré, bah ça c'est toujours plus grand que valeur absolue de A, puisque la racine carrée est une fonction croissante. Donc vous pouvez très bien dire que ce truc-là est supérieur ou égal à racine de A carré. Et racine de A carré, je vous rappelle que ça c'est exactement la valeur absolue de A. D'accord? Donc voilà, il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Et puis pareil pour racine de 1 plus B carré, ça c'est plus grand que valeur absolue de B. Et donc, par conséquent, racine de 1 plus A carré, étant donné que tous les termes que j'ai écrits sont positifs, ça me permet de le préciser, alors on peut passer au produit, et donc le produit de ces deux termes est donc supérieur ou égal à valeur absolue de A fois B. Ça peut vous faire penser vaguement à une identité que vous connaissez peut-être, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On est à peu de choses près à ça. En fait, c'est pas tout à fait ça, parce que normalement, là, ça doit être la norme des vecteurs, par exemple, du vecteur 1A et ici, du vecteur 1B. Et du coup, ici, on doit avoir le produit scalaire, donc on devrait plutôt avoir A fois B plus 1, ou un truc comme ça. Mais bref, voilà. On sent quelque chose qui ressemble beaucoup à l'inégalité de Cauchy-Schwarz, à peu de choses près. Bon, enfin bref, en tout cas, c'était pas l'objet de toute façon de voir du Cauchy-Schwarz ici. C'est juste là, par des inégalités de valeur absolue, on arrive à démontrer cette inégalité. Et par conséquent, on conclut que racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus B carré plus A fois B, bah ça, c'est positif. Puisque vous pouvez remplacer la valeur absolue de A fois B par moins A fois B, et ensuite, mettez le moins de l'autre côté et vous avez gagné. Donc voilà, on est content, très bien, ce truc-là est positif, donc ça veut dire que je peux faire sauter de la racine. Et donc maintenant, si je développe, je vais avoir A étoile B étoile C, qui est donc égal à A racine de 1 plus B carré, racine de 1 plus C carré, plus B racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus C carré, plus C racine de 1 plus A carré, racine de 1 plus B carré, plus A fois B fois C. Et bon, je ne vais pas le faire, mais je vous invite à le faire par vous-même. Si vous développiez la racine carrée qui est ici par une opération similaire à celle-ci en remplaçant le A par B et le B par C, si vous faites ça, eh bien, vous allez vous retrouver avec la même expression. Donc autrement dit, vous allez bien en effet trouver la même chose en faisant le calcul qui est ici. Ce qui permet donc de conclure l'associativité. Et donc ça y est, on a gagné. On vient de démontrer que notre affaire-là est bien un groupe abélien. Ceci conclut la preuve. Bien, alors avant de vous donner la deuxième résolution possible de cet exercice, je me permets de faire une petite parenthèse. Il y a des groupes pour lesquels, en effet, démontrer l'associativité, c'est un enjeu. Parce que bon, normalement,
si vous avez déjà fait quelques exercices pour des structures de groupe, vous auriez pu constater que parfois c'est assez rare, c'est pas que c'est parfois, c'est assez rare que l'associativité soit le problème pour démontrer qu'un groupe, qu'une structure est un groupe. Généralement, les problèmes vont intervenir quant à déterminer l'élément neutre ou quant à déterminer le symétrique. Bon, là, vous avez pu voir quand même que le symétrique, c'était peut-être pas trivial si on voulait vérifier qu'il était unique. Si on ne voulait pas forcément le vérifier qu'il était unique, c'était pas si difficile. Mais si on voulait vérifier l'unicité, ça pouvait le devenir. Mais vraiment, avoir un groupe où la difficulté, c'est l'associativité, ça par contre, ça doit être un peu surprenant. Et en fait, il y a d'autres groupes, et notamment un autre groupe que j'aimerais mentionner un petit peu, qui peut avoir aussi ce genre de problème avec l'associativité. C'est le groupe donné qu'on peut engendrer à partir d'une courbe elliptique. Alors j'ai déjà peut-être eu l'occasion de parler de courbes elliptiques, mais j'ai jamais vraiment fait de grosses parenthèses sur les courbes elliptiques. Je ne vais pas en faire là maintenant, mais je pense que c'est bien que je vous en parle un petit peu plus, histoire de vous donner un peu l'eau à la bouche. Donc, je rappelle, ou en tout cas je dis qu'une courbe est elliptique, ou une courbe elliptique, c'est en fait une courbe dont l'équation va être la donnée suivante. Ça va être un y carré qui est égal à x cube plus ax plus b. Et généralement, on demande à ce que le polynôme qui est ici admet 3 racines distinctes. Avec x cube plus ax plus b admettant 3 racines distinctes. Généralement, c'est ce qu'on demande. Après, on peut généraliser à la place d'un polynôme, juste de mettre y carré, on peut mettre un polynôme de degré 2 en y. C'est pas gênant, mais ici, je me permets de simplifier beaucoup pour faire une explication homogène par rapport à ce que je vais dire. Donc, on peut construire un groupe qui est très très utile en cryptographie. Donc, cryptographie, la science du codage, si vous voulez, du codage de messages, de cryptage de messages, ou aussi de crypto-analyse. Donc, vous avez toujours deux biais dans ce domaine, la crypto-analyse et la cryptologie. La cryptologie, c'est juste étudier ou mettre en place certains systèmes pour crypter des messages. Et la crypto-analyse, c'est pour vérifier à quel point est-ce que le cryptage est efficace. Généralement, c'est ces deux notions-là qui se cachent derrière. Et donc là, justement, pour rendre difficile d'accès à un message, on peut penser à faire du cryptage par courbe elliptique. Et notamment, les courbes elliptiques, ça peut ressembler à un truc comme ça. Alors, je vais essayer d'en dessiner une à peu près. Bon, c'est censé être un petit peu plus symétrique là par rapport à l'axe des ordonnées, mais enfin des abscisses, pardon, mais c'est pas forcément très grave là. Donc vous avez cette courbe-là, hein, ça c'est votre courbe elliptique, et vous pouvez donc construire une, donc si j'appelle E, et vous pouvez donc construire une structure de groupe. La structure de groupe serait la suivante. Vous pouvez prendre deux points, P et Q, sur votre courbe, dessiner la droite passant par ces deux points. Et en fait, la droite passant par ces deux points va intersecter. Alors, il peut y avoir des cas où ça n'intersecte pas toujours comme ça, mais dans de très très grands nombres de cas, vous allez avoir une troisième intersection qui va s'appeler R. Et vous pouvez alors définir l'addition de points, ou en tout cas une opération sur les points, qui donc à la somme P plus Q va donner R. Et c'est comme ça qu'on peut donc définir en fait une structure de groupe. Donc si vous regardez les points de la courbe, donc la pointe de la courbe plus avec la loi plus, et bien ceci va former un groupe. Alors bien sûr, point de la courbe plus, il va falloir que j'ajoute un truc parce qu'il y a des cas de figure où ça peut être embêtant, c'est notamment quand on va à l'infini. Alors dans ce cas-là, il faut que j'ajoute un terme qui va jouer le rôle de infini, d'accord, un terme formel qui va jouer le rôle de l'infini. Et donc en fait, cet infini, ça va être l'élément neutre. Ça va être l'élément neutre, et vous allez avoir facilement des questions de symétrisation. Puisque à partir du moment où vous allez avoir des droites qui vous donnent 2 points, et à partir de ces 2 points, vous avez une droite qui n'intersecte plus la courbe, et bien ça veut dire que le point se trouve à l'infini. Voilà. Donc vous avez ce point à l'infini, et ça vous donne une structure de groupe. Et pour démontrer cette structure de groupe, la difficulté va se cacher dans l'associativité. C'est pas vraiment le seul endroit, mais en tout cas un des endroits embêtants, c'est vraiment, et très embêtant, le plus embêtant, c'est l'associativité.
Et ça peut être un peu surprenant, mais en effet, l'associativité, ça veut dire qu'il faut faire plusieurs droites pour vérifier l'associativité. Donc c'est ça qui est quand même assez compliqué. Et s'assurer que ces différentes constructions, finalement, nous amènent au même résultat à la fin. C'est ça qui est vraiment difficile dans l'associativité, et je pense que c'est ce qui fait vraiment la grosse difficulté. Car pour avoir le symétrique, c'est pas très difficile si en effet on a que l'infini et l'élément neutre, si on a ça en tête. Bon bah à partir de ce moment-là, je pense que vous aurez compris que dès que je prends 2 points qui sont symétriques par rapport, parce que comme je l'ai dit, la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc si vous prenez 2 points qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, vous avez un point à l'infini et c'est terminé. Vous avez également la possibilité de prendre des points. Là aussi, il y a d'autres subtilités dans la définition. Par exemple, là, je suis en train de faire la somme entre 2 points. La question que je peux me poser, c'est comment je fais la somme d'un point avec lui-même. Et pour faire un point avec lui-même, bah, je vais prendre une tangente. Donc je pourrais très bien dire, bah, par exemple, pour le point que j'ai dessiné en bas, je dessine la tangente et je vais obtenir un nouveau point, et ce nouveau point, hop, bah c'est ça que je vais définir comme étant la somme des 2 points. Bref, c'est une très jolie structure algébrique, et là aussi, la difficulté, c'est l'associativité, de manière un peu étonnante peut-être. Bon, normalement, ça devrait être moins étonnant ici, parce que là, la construction à faire pour vérifier l'associativité, c'est très compliqué. Peut-être qu'il me faudrait envisager de proposer un épisode de un truc en plus. Bon, ça sera pas pour maintenant, mais un épisode d'un truc en plus où je pourrais développer davantage ces choses-là de cryptographie, crypto-analyse. Je pense que ça pourrait être très intéressant, et notamment consacrer un épisode sur la courbe elliptique. Je pense que je pourrais essayer de vous en dire davantage et peut-être vous proposer une preuve de ce truc-là. Mais en attendant, je veux juste vous titiller un petit peu votre curiosité, et si vous avez envie d'en savoir davantage, n'hésitez pas à jeter un œil sur le net. C'est fait pour ça, donc allez-y, regardez ce qu'on peut faire avec les courbes elliptiques et la cryptographie. C'est vraiment très très joli. Ok, donc je ferme la parenthèse. Hop. Et je veux vous proposer une deuxième preuve du fait que ce truc-là forme un groupe. Et en fait, la deuxième preuve va jouer avec ce qu'on va appeler ici un morphisme. Je pourrais même être un peu plus précis, c'est un isomorphisme. Je mets des parenthèses à iso. Un isomorphisme de groupe. Car en fait, ce truc-là, c'est une déformation du groupe usuel R+. La question, c'est la déformation avec quoi? Avec quel morphisme? Et là, il faut réfléchir un petit peu, en se disant, qu'est-ce qui pourrait faire intervenir une racine carrée de 1 plus quelque chose au carré? Quel genre de fonction pourrait amener à des formules qui font intervenir la fonction évaluée en quelque chose, fois une autre fonction qui s'écrirait sous cette forme dépendante de la fonction de départ, plus la même fonction, et encore une fois, une autre expression, voilà. Donc quand on commence à examiner de plus près cette formule en se disant ça, on commence normalement à découvrir, ou en tout cas à voir, quelque chose qui nous fait penser à des formules trigonométriques. Car on pourrait commencer à se dire, ouais, si je mets sinus, cosinus, puis là je mets sinus, cosinus, il y a peut-être moyen de voir peut-être cosinus de A plus B. Bon, malheureusement, ça ne va pas être cosinus de A plus B, et ça ne va pas être juste cosinus en fait. Ça va pas non plus être juste sinus, ça va être en fait de la trigonométrie hyperbolique. Et en fait, la super idée, c'est de penser à sinus hyperbolique. Et ça, sinus hyperbolique, ça plie le game, mais alors très très vite. Donc sinus hyperbolique, vous devriez savoir que ça forme une bijection de R dans R. Et puis, si vous avez connaissance, donc là oui j'ai mis sin H, mais bon, généralement on a notre SH, donc je vais me permettre juste d'écrire SH. Hop. Vous devriez connaître quelques formules pour le sinus hyperbolique par rapport au cosinus hyperbolique. Notamment, une formule que vous devriez connaître, c'est que pour n'importe quel réel, vous avez CH de x carré moins SH de x carré qui est égal à 1. Et si vous manipulez un tout petit peu l'égalité que je viens d'écrire, vous allez pouvoir écrire que CH de x, c'est donc racine carrée de 1 plus SH de x carré. Tiens. C'est pas l'autre fonction que je voulais faire intervenir, ça? Si, apparemment. Et puis, un autre truc que vous devriez connaître aussi, c'est que si je fais SH de x plus y, la fonction hyperbolique, les fonctions trigonométriques hyperboliques se comportent de la même manière que les fonctions trigonométriques à des signes près. Et là, ici, si vous développez ce truc-là, vous avez SH de x, CH de y, plus SH de y, CH de x. Ah! Vous voyez le truc? Et donc, apparemment, en effet, je pourrais très bien constater, si je m'amuse à dire, comment dire, si je m'amuse à dire j'ai x
Réfléchissons, que je fasse pas de bêtises. Oui, ce que je veux essayer de dire, c'est que si je pose grand X égale SH de X, en fait, voilà, c'est ça que je vais écrire. Ce que je vais écrire, c'est que si vous faites donc... En fait, ce que je viens de démontrer, en fait, ce que je viens de commencer à écrire, c'est que ce truc-là, c'est exactement SH de X étoile SH de Y. Ah, c'est ça que je veux écrire, en fait, je suis en train de réfléchir à comment je l'écris, mais tout bêtement, je peux l'écrire comme ça. Donc en fait, vous avez que SH de X plus Y, c'est ça. Et du coup, l'associativité, ça va tout seul. Ça va tout seul, puisque donc, si vous faites SH de X étoile SH de Y étoile SH de Z, en notant ce truc-là, vous allez avoir en fait SH de X plus Y plus Z. Peu importe comment vous allez mettre les parenthèses. Donc, voilà, c'est terminé. Et l'associativité pour la loi plus, elle est gratuite. Donc voilà, terminé. Dès que vous avez fait le lien avec la fonction SH, tout découle tout seul. L'associativité découle tout seul. La loi interne, évidemment. L'élément neutre, vous devez savoir que SH vaut 0 en 0. Donc là, l'élément neutre pour les réels, c'est 0. Donc l'image de 0, l'élément neutre, ça va être l'élément neutre pour la structure que nous avons sous la main. Et puis pour le symétrique, là, ça va aussi tout seul, puisque vous voulez que ce truc-là soit égal à 0. Hein, vous voulez que SH de X étoile SH de Y soit égal à 0, ce qui veut dire que SH de X plus Y doit être égal à 0. Et par bijectivité, vous devez savoir que le seul endroit où SH vaut 0, c'est en 0. Donc ça veut dire que X plus Y égale 0 et donc que Y égale moins X. Tout découle tout seul. C'est quand même dingue. Hein. Et donc, comme je le disais, en fait, à partir du moment où vous avez cette structure de groupe, maintenant que vous avez démontré que c'est bien un groupe, en fait, la fonction SH, c'est un isomorphisme de groupe. Donc en fait, ici, SH est un isomorphisme de groupe qui va de R plus vers R étoile. Autrement dit, c'est une déformation de la structure de R plus par la fonction SH, si vous préférez. Et voilà, qui permet de conclure beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement le fait que ce truc-là, c'est bien une structure de groupe. Si vous l'aviez vu, eh bien bravo à vous, parce que c'était pas évident à voir de prime abord. Et donc, je tiens juste à vous féliciter si vous l'avez vu directement, parce que du coup, ça plie vraiment le jeu en 2 temps 3 mouvements. Donc ça, c'est super. Mais par contre, vous avez pu constater que si on utilise les définitions à proprement parler, et là, on voit qu'on rentre tout de suite dans une difficulté, notamment l'associativité. Et donc, l'associativité, ça veut dire qu'il faut vraiment établir ce petit lemme qui permet de simplifier, de calculer les choses convenablement jusqu'au bout pour s'assurer que l'associativité est bien respectée. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant cet exercice. J'espère que ça vous aura plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!